ici, à Palmarin. Mon papa s'appelait Sarr, ma maman s'appelait Sarr. D'ailleurs, oui. donc il y a il y a une consanguinité. La moitié du village s'appelle Sarr, la deuxième moitié s'appelle Sec. Hein, disons que le Sec, c'est Angalou. à Saint-Galou. Voilà. Et vous, c'est plutôt l'autre village. Nguet et Ngounoumane. D'accord. Et il y a énormément de ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'ai appris dernièrement qu'il y avait une seule famille de Ndong. Oui, c'est vrai. Édouard Ndong qui a travaillé ici, entre autres. Voilà. Donc, oui. Tu as fait un parcours quand même, tu m'as raconté ça, qui est quand même assez intéressant. Oui. Parce que, voilà, petit Africain, parce que tu as 77 ans. Ça, faut le dire. Je ne te le fais pas dire. Ouais, parce que personne ne le devinera. Et pas pitié, bon. Personne ne peut deviner que tu as 77 ans. Et pourtant, je les ai. Et donc, voilà. Tu as vécu ici il y a 77 ans. Alors qu'est-ce qui t'est passé? Allez, raconte. Voilà. Alors, je suis né à Palmarin en 1942, le 1er décembre. Et donc, j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui nous ont donné une bonne, enfin, pour ma part, une très bonne éducation. Ouais. Et là-dessus, comme dans le temps, il y avait beaucoup de missionnaires qui venaient, et ma maman s'était chargée de donner le catéchisme aux femmes sérères. Okay. Et là-dessus, j'ai eu des acquaintances. Vous ne connaissez pas le mot avant, hein, parce que dans la Bocuse, on ne connaît pas ce que ça veut dire acquaintance. Enfin bref, et donc... Donc, allez, sois sérieux, mais... non, on est sérieux, qu'aucun ne sort. C'est peu cher, tu mets pas un peu... Et donc, ces bonnes sœurs, ils ont demandé à maman Charlotte si on pouvait amener le petit Thomas en France. Donc, je te parle de ça dans les années 58 exactement. Ah oui. T'as 14 ans 15 ans et demi. 15 ans et demi. On va dire 15 ans et demi. 15 ans et demi. Voilà. Et puis, comment tu t'es intégré? Qu'est-ce que c'est ça pour un petit garçon d'ici, du village, qui débarque à Marseille? Enfin, je veux dire une chose, que j'en parle d'ailleurs dans mon autobiographie, que quand je suis arrivé à Marseille... Allez, vas-y. Nous avons une vedette pour une fois. Une star. Sérieux, qu'aucun ne sort, bon, c'est pas possible. Tu as raison. Et donc, quand je suis arrivé à Marseille, au port de Marseille, la première chose qui m'a fait vraiment peur, c'est des pics. Des pics? Oui, des pics, tu sais, des barrières. Ah oui. Autour du port. Ah oui. Et quand je suis sorti du bateau, j'ai vu des pics. Ici, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de colline, il n'y a rien. Et ça m'a vraiment choqué. Ah oui. Et puis bon, j'ai découvert quand même un autre monde qui est complètement différent du mien, parce qu'il n'y a pas de colline, il n'y a pas d'ici, et puis surtout, je ne parlais pas le français. Ah, tu ne parlais pas français? Je ne savais même pas dire bonjour en français. Ah bon? Je disais Umbala. Umbala. Ça, c'est Umbala. Bon, parce que ça veut dire Umbala. T'arrêtes pas de sortir Umbala, mais bon. Il y avait Umbala, il y a aussi un mot sérère que je connaissais très bien, Baldo. Baldo, ah oui, voilà, Baldo. Voilà. Salut, voilà. Baldo. Et Nafio. Nafio, Meremen. Comment tu te sens? Tu te dis, je me sens bien. Ouais. Bon, enfin bref. Et là-dessus, bon, il est arrivé ce qui est arrivant. Je travaille. Cette bonne sœur m'a confié un de ses frères, donc je travaillais avec lui. Et puis, comme j'étais sportif, je faisais la lutte sérère ici. Ah oui, oui, oui. J'ai décidé essayer de savoir où je pourrais faire du sport. C'est-à-dire en terrain, patin. Et finalement, je suis dans un endroit où il y avait des gens qui s'entraînaient et c'était le stade Vélodrome. Ah oui, d'accord. De l'époque. Et donc, dessus, il y a un monsieur qui s'appelle, je m'en souviens de toujours, un monsieur qui s'appelait Monsieur Roux. Il m'a avec mon charabia de français, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et je me suis inscrit à l'Olympique de Marseille. D'athlétisme. Ah oui. Voilà. Et puis, tout est parti de là. Je commençais à apprendre le français et puis voilà la belle vie. Tu n'as pas eu de problème d'intégration, toi? Est-ce que le mot intégration, ça c'est... C'est après qu'il est arrivé le mot d'intégration. Est-ce que c'est pas... Moi, je dirais pas assimiler. Parce qu'intégration, est-ce qu'on s'intègre? C'est une question que je me pose. Bah écoute, quand je t'entends parler avec ton accent marseillais, tu t'es plus qu'intégré quand même. Intégré alors. Dissous. Ça, voilà. C'est pas d'intégration, c'est de la dissolution. Oui, et puis peut-être il y a aussi ce qui a fait que je n'ai pas beaucoup fréquenté les Africains. Ah oui. Parce que je me suis dit en venant aussi, parce que je voulais quand même me cultiver, apprendre le français. Oui. Dans le tout cas. Donc, tu allé à l'école aussi là-bas? Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi là, il y a 3 fois 50 cm. C'est-à-dire, ah bah oui. Madame la baronne. Ah bah, tu as rencontré Madame la baronne. Voilà. Et donc, en partant de là, elle m'apprenait le français, j'apprenais à lire, à écrire, à battre un gouffre. Vous êtes rencontrés très tôt alors avec assez tard quand même, parce que je crois qu'on s'est mariés en 71. Ouais. Et donc, le fiançailles, ça a dû durer peut-être 4 ans ou 5 ans. Bah oui, tu as fait ça dans les règles de l'art. Et même à l'époque, quand on s'est mariés, il fallait avoir la majorité à 21 ans. Oui. On s'est mariés au mois de mai
Et la baronne devait avoir sa majorité au mois de juin. Ah oui, d'accord. Donc, il a fallu l'autorisation parentale, tout qui s'ensuit. Okay. Et puis voilà. Donc voilà, donc tu te retrouves à Marseille, marié avec une Marseillaise. Oui, et puis, puis aussi, attention, j'ai appris un métier. Oui, voilà. Parce que bon, étant donné que j'ai fait une petite marche arrière, parce que ma maman, il nous faisait les vêtements ici à Palmarin, elle avait un champ de coton, tout ça. Et puis elle se faisait faire avec un tisserand, il faisait faire des pagnes, des panneaux, tout ça. Et avec ça, je crois que peut-être je suis devenu couturier à cause de ça, je crois, parce que je voyais maman avec des arêtés de poisson. Avec des arêtés comme aiguilles? Oui, comme aiguilles. Ah. Et elle nous cousait des machins, et elle coupait tout ça au couteau, et taillait tout ça. C'est le fameux truc que tu attaches là, et puis, ça passe par là. Enfin bref. Et donc peut-être ça m'a poussé aussi à devenir couturier, parce que bon, c'est vrai que... c'est venu comme ça, c'était ta vocation, tu te sentais ça bien. Ça me plaisait, et puis bon... ça ne s'explique pas. Et puis en plus, donc, tu avais bien sûr une originalité dans ton travail de couturier. Tu fais des trucs je peux montrer là, oui, à bien peu près, sûr. voilà, des trucs patchwork quoi. Voilà. Il y a toutes les couleurs, encore celui-là il n'est pas trop coloré. Bien sûr. Bon, mais tu étais le roi du patchwork coloré, etc. Mais si tu veux, avant d'en arriver là quand même, mon idée de créateur m'est venue un jour, je suis allé voir un concert de Jimmy Cliff à Marseille. Et quand j'ai vu le concert, j'ai vu que sur scène, tout était vraiment un petit peu, à mon goût personnel, c'était un peu triste. C'est-à-dire c'était habillé différemment. Et l'idée m'est venue de créer une ligne d'habits, donc reggae rasta. Ah oui, d'accord. Bon, donc j'ai fait depuis 45 ans et ça a très bien fonctionné. Très bien marché, je crois. Et quand j'ai créé ça, j'ai eu une chance inouïe d'avoir un jour Europe 1 ou RTL, je ne m'en souviens plus exactement, Europe 1, autant de Jean Roucas. Et donc ils sont venus me voir. Et puis tout est parti de là, ils m'ont mis sur un casting. Et à partir de ce casting-là, bon, il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir, ou même s'il y avait des costumes assez particuliers, on me sollicitait. Et tout est parti de là. Voilà. Et puis j'ai eu le privilège d'habiller, en commençant par Bob Marley, Alpha Blondie, Peter Todd. Bob Marley. Bob Marley, oui. T'as habillé Bob Marley? Oui, monsieur. Même à Marseille, on est allé non mais dans les crêpes. Le petit mec de Palmarin là, qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne te le fais pas dire. Et j'ai même eu le privilège, un autre privilège, de Gainsbourg. Pendant 14 ans et demi, j'ai habillé ces musiciens. Ah ouais. Gainsbourg. Ils sont tous venus chez moi. Et c'est moi tous les gens. D'accord. Voilà, et c'est vrai que, bon, attention, d'un côté, il faut pas oublier que je suis quand même assez exubérant. Non. Oui. Mais non, Thomas. Enfin, et ça m'a fait une sacrée pub, énorme d'ailleurs. Et puis bon, comme j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, beaucoup d'interviews, tout ça, donc ça m'a... C'est ça. Tu es très actif, très bouillonnant même, j'ai envie de dire. Donc la majorité de choses que j'ai pu faire, je le fais avec un plaisir. C'est-à-dire, peut-être aussi, je suis tombé dans mon propre piège parce que dans cette mouvance, je n'ai jamais pensé l'argent. Je pensais d'abord m'éclater, me faire plaisir. Et heureusement pour moi, tout est venu. Quoi. Mais tu avais la baronne qui s'occupait des sous quand même. Oh, dans 100 grands tonnes, il y a toujours une petite... Coupez pour la petite. Enfin bref, et puis voilà. Non, et puis bon, mais maintenant, j'ai quand même un certain privilège de pouvoir revenir là où je suis né, à Palmarin en l'occurrence. Je peux venir 2 fois, 3 fois dans l'année sans... Mais attention, là-dessus aussi, le retour aux sources, la baronne, elle en est pour quelque chose. Ah oui. Parce que je pense que la baronne aime plus l'Afrique que moi. Ah oui, d'accord. Même des fois, elle prend des billets d'avion et me dit, Thomas, à telle date, on va aller au Sénégal, on va aller à Palmarin. Ah bon, c'est nouveau, ça, il me dit oui. Alors, comme tu sais, moi je dis rien. J'ai obéi au doigt à l'œil. Et pour un tailleur de fil en aiguille, c'est un arrivé que bon, voilà. Et puis bon, je ne suis pas mécontent. Non, tu as une belle vie quand même. Alors justement, donc ça c'est ton parcours, donc socialement bien réussi quand même. Tu as bien réussi. D'ailleurs, le titre de mon livre, Immigration réussie d'un gentleman rasta. Répète. Mon immigration réussie d'un gentleman rasta. Un gentleman rasta. Je peux dire, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, à 77 ans tout à l'heure, entre ma vie sociale et ma vie familiale,
Il n'y a rien à dire. C'est ça, oui. Nickel chrome. Parce qu'avec la baronne, ça fait combien d'années de mariage? Vous êtes un vrai couple quand on vous voit. On est dans la 48e année. Ah ouais, on a fêté nos 47 ans à Palmarin, très bien. Il n'y a pas si longtemps. On est dans la 48e année maintenant. Alors tu sais, on voit beaucoup de couples mixtes, hein, bien sûr. Et c'est pas facile les couples mixtes. Et donc toi et la baronne, mais toi tu n'es plus noir du tout. Étant donné que je suis couillon, donc je suis sauvé, tu comprends? Et couillon. Le reste après cocagne, on s'en fout après. Enfin bref. Bon. Sacrée belle vie, va. Une belle vie, quoi. Bon, moi, je reconnais que personnellement, à mon niveau, parti là où je suis parti, arrivé là où je suis aujourd'hui en parlant avec toi, je le souhaite à beaucoup de gens. Bah oui. Beaucoup de gens. Parce que ça dit attention aussi. Il faut comme, je crois que Alors quel est le secret, justement? On va rentrer là. Le secret d'une belle vie. Pourquoi tu dis que tu as une belle vie? Parce que socialement, oui, tu as gagné de l'argent, tu as bien vécu, mais c'est que ça. Parce que je me suis quoi la belle vie? Je me suis jamais pris au sérieux. Ah. Je me pris au sérieux. Même le chose le plus sérieux, pour moi, c'est pas sérieux. La seule chose qui n'a pas de solution, qu'on ne peut plus solutionner, qui est sérieux, c'est la mort. Et comme je ne suis pas encore là, il est derrière. Comme je cours à Comme je cours assez vite, il s'essouffle le pauvre. Le pauvre squelette, il a dit. Il me dit, laisse-le partir ce couillon. Enfin bref. Non mais arrête, tu parles de la mort en rigolant. Non, c'est pas sérieux. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que ça fait partie de mes défauts, je ne me suis jamais pris au sérieux. C'est ça. Non mais c'est une... Et je vais te dire, d'abord, j'ai un mot indélébile. Le matin, à Marseille, je me lève le matin, le premier, je vais dans la cuisine, je prépare le petit déjeuner. Avec la baronne, on déjeune. Après, je viens à mon travail, dans mon atelier, et je prépare un autre petit déjeuner. Je mets la table convenablement. Et si jamais, en ce moment-là, un client rentre ou quelqu'un rentre, je dis, mon mot qui est sine qua non, on ne dérange pas le noir qui mange. Il me dit, mais je dis, il m'a dit, d'abord il y en a qui me disent, le client est un roi. Je dis, espèce de couillon. Le seul roi qui est ici, c'est le roi de couillon, c'est moi. Donc, tu ne prends pas ma place. Donc, je tourne tout en dérision. Ouais, c'est ça. La dérision, ça. Beaucoup de rire. Hein. Mais écoute, tu passes la vie en rigolant. Mais en tout cas, il y a trop de gens qui se prennent au sérieux. Ouais, c'est ça. C'est le côté sérieux. Et ne pas se prendre au sérieux, c'est une belle leçon de vie. Mais on peut faire beaucoup de choses avec beaucoup de galéjades. Galéjade, c'est marseillais. Hein. Oui. Galéjade, je ne dis pas, c'est pas du pagnolesque. Non, c'est galéjade, c'est voilà. Sur le port. Voilà. Bon, ben ça, c'est une première leçon. Mais quoi d'autre alors? Qu'est-ce que... Mais il y en a beaucoup. Les choses remarquables, les choses étonnantes de ta vie, les choses précieuses de ta vie. Mais tout est précieux. Ben, dis-moi. La chose qui est plus précieuse déjà dans ma vie, c'est ma personne. Oui. Parce que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un compte en banque, j'ai des maisons, j'ai ci, ça, mais ça ne m'appartient pas. J'ai que la gérance. Ah oui. D'accord. Tu n'as que la gérance des biens. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Voilà. Comme on dit vulgairement en français, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Tu comprends? Donc, je suis conscient que ça, mon patrimoine, j'appelle ça le patrimoine corporel. Le quoi? Le patrimoine corporel. Voilà, il est là, c'est à moi. Voilà. Et on ne peut rien faire contre ça, il n'y a que moi qui peux le gérer. Et donc, mon premier ami, c'est moi-même, mon pire ennemi, c'est moi-même. Donc, tout le matin, quand je me réveille, je me mets en accord avec moi-même. Wow, voilà. Donc, à ce moment-là, je me dis, cocagne. Et puis, il y a aussi un truc dans notre société européenne, on ne prend plus le temps de prendre de recul. Oui. On s'emballe pour eux. Oui. Et ça, je peux dire aussi. Et j'ai pris réflexion à ça. Depuis que je viens ici, je me dis, mais attends, quand je vois, le métro arrive 5 minutes de retard, on fait tout en pataquès. Le bus, tout ça, il y a des embouteillages, on fait tout en pataquès. Quand ici, comme toi, tu es là, voilà, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? On prend le temps de vivre, on respire. On est dans un autre monde. Tu l'as dit, pour toi, la vie, à moi, elle m'appartient. Oui. C'est mon patrimoine corporel. Ouais. C'est moi. Point. Personne vient.
personne ne peut me le piquer. Il est à moi. C'est à toi. J'en fais ce que je veux. Et après, on a parlé de la relation des autres hommes, la vie des autres humains, comment tu échanges. Donc tu en as parlé. Tu as autre chose à dire encore là? Mais là-dessus, si tu veux, il y a une chose qu'on oublie souvent, que l'autre a raison. Toi, tu as raison. Tu as ta raison et l'autre a sa raison. La vraie raison est au milieu. Si chacun avance, peut-être on peut arriver à trouver connexion. Mais si l'autre veut avancer, chacun reste sur sa position, ça devient un peu délicat. C'est-à-dire, bon, on a parlé de la vie, toi, comment tu la ressens, comment elle s'exprime, comment elle t'anime. Tu en as bien parlé. Après, la vie avec les autres humains, comment tu échanges, tu partages, etc. Et aussi, maintenant, la vie dans les animaux, qui sont des êtres vivants, la vie dans les plantes, les arbres, l'environnement. Comment tu la ressens, toi, l'Africain, là? Et là, j'ai fait un petit crochet sur mon papa. Soit, c'est à l'époque, de son époque à lui, mon papa était guérisseur. Donc, il allait chercher en brousse. Ici, là, pas plus de chez ici à Fundo. Parce qu'on a des terres ici à Fundo, juste derrière. Donc, quand il allait chercher soit des racines, soit des feuilles, soit des branches d'arbres, il parlait avec les arbres. Il donnait des explications pour quelles raisons il est venu, qu'est-ce qu'il a à faire. Et il y a un truc, bon, ça c'est des secrets que je ne veux pas dévoiler, mais ce n'est pas grave. Et si c'était des racines, c'est servi du pouce. Si c'était une femme, c'était la main droite. Oui, c'était la main droite. Et si c'était un homme, c'était la main gauche. Avec donc, le pouce. Avec le pouce. Il mesure. Ça, c'est des secrets des familles que je ne veux pas dévoiler. Bon, enfin, bref. Et quand il venait à la maison, donc, il disait l'arbre, il y a ci, il y a ça, ça. Mais il parlait d'abord à l'arbre. Oui. Avec beaucoup d'explications. Et quand il faisait ses préparations, quand, entre guillemets, on va parler en langage moderne, quand son patient venait, il lui expliquait, il dit voilà, il y a ça, il y a ça. Il dit il y a tel arbre, il y a ça et ça et ça et ça. Il ne disait pas le nom des arbres, bien sûr. Mais mon petit, écoute-moi bien, cet arbre, les préparations que je t'ai fait, ça peut te soigner, mais mon pouvoir à moi, tout à l'heure je t'ai parlé de seuil. Et quand tu franchis le seuil de ma comment on appelle ça? De l'autre, de ma concession. La concession. La concession. Mon pouvoir s'arrête là. Donc, réveille en toi le médecin qui est dans toi. Wow. Si tu veux, eux, je pense, ils avaient une relation avec les arbres. D'abord, ils tuaient pour manger, ils ne tuaient pas pour tuer. Déjà, il y avait un certain respect de la nature. Ils savaient parler aux arbres, ils connaissaient beaucoup de choses que nous. Moi, j'en sais un peu, mais pas comme papa, bien sûr. Et je pense que cette relation-là, où ils savaient que les arbres, c'était des êtres vivants. Oui. Et comme tu le sais très bien maintenant, tu sais que dans beaucoup de baobabs ici, c'est habité. Il y a il y a tout ce que, bon, on ne va pas dévoiler ça pour le... Ça reste un secret entre nous. Pour le profane. C'est un secret qui ne sortira pas du monde. Enfin bref. Et surtout, on est quand même dans un pays, dans un endroit où il y a quand même beaucoup de génies et de gens suivent. D'abord, il y en a un qui est derrière moi là-bas. Un grand là-bas, oui. Un grand génie Balfanier. Voilà, c'est pas toi qui vas pendant ça. Et puis tu sais qu'on fait beaucoup d'incantations, beaucoup de libations, tout ça suit. Donc ça veut dire ici... C'est très animiste, ce que nous on appelle animiste. Et les Africains disent traditionnel, tradition. Voilà. Et donc si tu veux, ici chaque chose est respectée, chaque chose est à sa place. Il y avait l'arbre, le soleil, la terre, tout ça. Il vivait en harmonie avec la nature. Oui. Et avec les animaux? Je vais te dire, ici à Palmarin, à mon époque, le seul animal qu'on avait ici, de cochons, parce qu'on est catholique, il y avait des zébus. Oui, toujours, les cerères et les zébus. Voilà, il y avait ça. Il n'y avait pas d'âne, il n'y avait pas de cheval, il n'y avait pas de mouton, il n'y avait pas de tout ça. Et vous avez les poissons, la pêche ici. Poules. Les poules, des poules. Maman, elle avait des canards, tout ça. Mais ça dit... D'ailleurs, quand je pense à ça, c'est hallucinant. Parce qu'ils arrivaient à parler avec... voilà, tu vois. Et chaque poule ou chaque cochon avait un prénom. C'est rien, tu te rends compte? C'est...
Dis-moi autre chose. Et les animaux sauvages, comment c'était? Il y avait des animaux sauvages énormes à l'époque. Il y avait des singes, il y avait des biches, il y avait ce qu'on appelle les facouchères. Facouchères, oui, les cochons sauvages. Les cochons sauvages, des serpents, ça n'en parlons pas. Ouais. Il y avait énormément, et il y avait beaucoup de singes. Des singes, oui, des singes. Ouais. Bon, bien sûr, avec tous les changements, le chamboulement, pas de changement, c'est un chamboulement. C'était la forêt ici, hein, je crois, on m'a dit. Hein. Attends, tu sais que nous, on cultivait le riz ici, juste derrière, et papa venait pêcher ici, là. Tu vois. Donc il y avait énormément d'animaux. Il y avait des chacals. Ah oui, chacals, bien sûr, il y a toujours les chacals. Des machins sauvages, des chats sauvages, tout ça. Des chats, oui. Voilà. Des perdreaux et des perdrix. Ah bah là, il y en a à foison actuellement. Exactement. D'accord. Mais la relation des Africains avec le monde sauvage, c'était quoi? Quand il y a la relation, nous les Sérères, c'est-à-dire, je pense que tout le monde cohabitait très très bien. Bon, c'est vrai que nous les Sérères, ici, les gens avaient quand même fait un moment à mon âge, à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est faux ou c'est vrai, on a quand même les hyènes, tout ça, on disait qu'il y avait des lions, il y avait des léopards, il y avait des ci et de là. Bon, je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu, mais ça a toujours... ça trouille, quoi. Ça te fout le chocotte. Et tu balises. Ouais. Enfin bref. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, avec toute ta longue vie que tu as eue à Marseille, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu t'es enrichi de cette vie aussi marseillaise? Tu m'as entendu la perche là, hein? Oui. Alors c'est parti. Je vais te dire, jusqu'à maintenant, j'ai du mal à faire admettre aux gens que je n'ai jamais été à l'école. Tu n'as jamais été à l'école? Jamais été à l'école dans ma vie. Ah oui, jamais. Jamais. Quand tu étais à Marseille, là, je t'ai posé la question. Non, ici. Ah oui, ici, oui. Arrivé à Marseille, donc pour dire qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire, moi je pense en voyageant, en changeant de lieu, si on est le moins couillon de la planète, on s'enrichit, on se cultive. Voilà. Parce que moi, je pense que mon séjour à Marseille, à habiter à Marseille, ça m'a énormément cultivé. Et je me suis cultivé et quand même, j'ai mis quand même le paquet, j'ai mis de la bonne volonté. Oui. C'est bien. Étant donné qu'il y a ma jovialité, il y a tout ça, j'aime bien. Pour je suis né dans un endroit où on palabre, l'arbre à palabre, tout ce que tu veux. Ici, oui. Voilà. Donc, et à Marseille, sur le port, c'est la faconde. Ça t'a pas beaucoup changé. C'est pas que sur le port dans la ville. Donc, moi, je parle beaucoup avec les gens. Et puis, moi, je pense, quand je pense aujourd'hui, on nous apprend. On va dans des universités ou dans des écoles pour faire la communication. Où il y a des salles. Souvent, on m'a sollicité pour que j'aille dans des salles de gym pour apprendre les gens à rire. C'est la débilité totale, ça. Donc, moi, arrivé à Marseille, je me dis, Thomas, voilà, tu ne pilles pas le marin, tu es là. Fais ça, ça, et cogite. Voilà. Et je suis arrivé à me cultiver comme ça. Et puis bon, je parle beaucoup avec les gens. Et puis, il y a aussi deux mots. Le mot. Le mot, oui. Voilà. M-O-T. Oui. D'accord? Donc, quand j'entends un mot que je ne connais pas, je pose la question à l'autre, ainsi de suite. C'est curieux, tu gardes beaucoup de curiosité. Et puis par la suite, en sachant lire et écrire tout ça, donc, je suis arrivé à m'intéresser à la lecture, à la culture française. Tout. Et puis au moment donné, même j'avais exigé qu'on m'offre plus de cadeaux, qu'on m'offre que des livres. Ah oui. Et à la maison, ça c'est un petit secret à moi, dans les toilettes, la baronne m'a installé une petite bibliothèque où j'ai mes dictionnaires synonymes, j'ai plein de... Voilà. Et c'est vrai que c'est cultivé, c'est très facile si on met de la bonne volonté et à ne pas avoir aucun complexe vis-à-vis de parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, ça c'est bien aussi. Voilà. Et puis tu viens parler du mot complexe. Toi, tu n'as jamais eu de complexe d'être un petit Africain jamais de la perdu. vie. Jamais de la vie. Et là-dessus, même là-dessus, je vais t'ajouter, tu sais, là, je te dis que quand j'ai quitté ici, je ne parlais pas le français. Je suis arrivé à Marseille. Donc j'avais une certaine naïveté, mais une très très saine. Et une naïveté très très saine. Voilà. Et cette naïveté-là, ça m'a amené beaucoup de choses parce que bon, et puis là aussi, il y a un truc que je vais revenir faire ma petite marche arrière. En 1952, on m'a circoncis ici. Oui. Et dans des arbres, ça a duré 4 mois. Initiation. La case de l'homme, quoi. Voilà. Et donc, cette initiation-là, j'avais 10 ans, à 52. Et il y a des choses qu'on m'avait inculquées
là-dedans, à l'âge de 10 ans, que j'ai gardé. Oui. Pour moi, c'est pas ce que tu représentes qui m'intéresse. Tout à l'heure, je te parlais du patrimoine corporel. Tu es un être humain, tu as rien. Bon, après, il y a le costume. Comme on dit, l'habit ne fait pas les moines. Mais ça, c'est un mot que je sais maintenant. Mais dans le temps, pour moi, voilà, l'être humain, c'est un être humain. Top, ça s'arrête là. Je ne rate pas ce qu'il y avait. Voilà. Donc, ce qui fait ça m'a énormément aidé. Et j'ai aucun complexe. Je vais devant les gens. C'est un être humain comme moi. Il n'a rien de plus. Voilà. De toute façon, j'ai rien dit encore, j'ai rien. Même si je pose la question, on ne me répond pas, j'ai rien perdu. Oui. C'est vrai quand même, c'est surprenant parce que je me souviens que la première fois que tu es venu ici, que je t'ai rencontré, on s'est croisés dans un coin du restaurant. Voilà. J'ai vu ce type avec toutes les couleurs, machin, avec un rire comme ça. Je me dis, mais qui c'est ce mec? Voilà. Puis après, il est devenu des bons amis. Mais c'est comme ça. Mais au début, waouh! C'est-à-dire, et il y a un truc que j'ai dit chez nous en Europe, en France en particulier, que ce soit dans le métro, que ce soit dans les tramways, dans le train, on veut tous se parler, mais on a peur les uns aux autres. Voilà. Et malheureusement, il y a certains individus, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai une idée, mais je ne le dirai pas, ils nous vendent la peur. Oui, et cette peur qu'on nous vend, on l'achète au prix de gros.